14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Et si vous écoutez souvent cette émission, vous avez certainement découvert à quel point le corps et l'esprit sont liés. D'ailleurs, on parle de psychosomatique, ce qui signifie que lorsque la tête ne va pas bien, elle peut nous faire tomber malade. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'inverse fonctionne également. Lorsque le corps est touché, par exemple, ça peut aussi toucher le psychisme. On peut, je ne veux pas dire perdre la tête, mais on peut aller mal dans sa tête, notamment lorsque, par exemple, on a une maladie de longue durée, etc. Seymour Bruxelles, qui est mon invité aujourd'hui, a envie de parler du corps et de nous raconter comment ce corps réagit à nos pensées, à nos émotions. On sait d'ailleurs que chaque émotion principale est en lien avec un organe particulier. Par exemple, lors d'une forte peur, on peut uriner, se faire pipi dessus, comme on dit. On le sait notamment chez les enfants, mais ça arrive aussi chez les adultes. La tristesse, en revanche, elle est plutôt liée avec les poumons, etc., etc. Donc, je vous propose qu'on essaye aujourd'hui de décoder notre corps, de comprendre comment le corps peut nous aider à reconnaître nos vrais désirs, parce que c'est important. Pour être heureux, il faut vivre ses vrais désirs. Le corps peut nous aider aussi à reconnaître notre intuition. Le corps ne ment jamais, c'est un peu ce que je dis souvent et ce sera notre fil rouge aujourd'hui. Donc si vous avez envie de nous dire ce que votre corps un jour ou l'autre vous a fait découvrir, eh bien vous pouvez nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. En devise du jour, on va voir comment se débarrasser de ses corvées. Et puis en Love Conseil, on parlera de la jalousie des ex, de notre compagne ou de notre compagnon. En Sexo Conseil, je vous proposerai d'habiter votre corps. Et notre débat du jour, il faut d'abord aimer son corps pour savoir l'écouter. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai le plaisir d'accueillir Seymour Bruxelles. Bonjour. Bonjour Brigitte. Alors vous avez quelques casquettes, vous portez toujours une casquette d'ailleurs, c'est marrant quand je dis ça, je vous vois arriver tout à l'heure avec votre casquette. Crâne sensible. Et vous avez le crâne sensible. J'ai trop de cheveux. Et vous avez trop de cheveux, oui c'est ça. Bon, vous avez été d'ailleurs humoriste. Et vous toujours. Oui, vous aimez beaucoup faire de l'humour, vous faisiez partie des 5 inconnus, oui. On oublie toujours, mais au départ ils étaient 5. Ouais, Smaïn, et puis moi qui suivi Smaïn. Enfin, j'ai pas suivi Smaïn directement, mais mon départ a suivi celui de Smaïn. Voilà, et les 3 autres sont restés les 3 inconnus. Mais voilà, donc c'est sans doute pour ça que vous avez gardé cet humour, en tout cas. Vous êtes également ostéopathe et bioénergéticien. Vous aimez aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. Parce que le corps, quand j'imagine quand vous voyez un patient rentrer, vous avez énormément de réponses déjà. Oui, déjà, oui, le corps nous donne des signes, des signaux, la façon de se poser, la façon de poser ses affaires, la façon d'enlever son manteau, la façon de bouger, la façon de s'asseoir, etc. Les mimiques sur le visage, il y a énormément d'indices qui nous donnent déjà un diagnostic, entre guillemets. Car nous n'avons pas le droit de faire de diagnostic, puisque nous ne sommes pas médecins. Oui, en tout cas, vous essayez d'aider les gens à aller mieux. Alors, ce qui est important aussi, je sais que vous avez beaucoup travaillé aussi sur les douleurs fantômes. Oui. Ce qui est quelque chose dont on parle peu. Alors, ce qu'on appelle les douleurs fantômes, justement, sont les douleurs des personnes amputées. 80% des amputés, hélas, ressentent non seulement la présence du membre manquant, mais des douleurs puissantes. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un centre de rééducation et d'adaptation des prothèses pour intégrer et aider à éliminer ces douleurs dites fantômes. J'aime pas trop le mot, mais les douleurs du membre invisible. Et alors aujourd'hui, vous avez eu envie de réagir, et c'est vous qui m'avez proposé ce thème, tout à fait à l'inverse de notre société, puisque c'est plus je pense donc je suis. Vous avez eu envie de parler du corps et de nous dire ce que le corps dit de ce qu'on pense, de ce qu'on projette. Tout à fait. Oui. Alors expliquez-nous pourquoi. Déjà, alors, je dirais je pense donc je ne suis pas. Car quand je pense, hélas, ma pensée m'éloigne du présent, du moment présent, puisque la pensée va chercher automatiquement des références dans le passé, dans le connu. Et puis projeter, on projette en permanence et on interprète. Et comme disait Casterman, nous pensons notre vie. Voilà, on pense notre vie. Donc la puissance est
et l'importance du mental dans notre vie de tous les jours et son impact sur le corps, puisqu'il n'y a aucune séparation entre le corps et l'esprit. Autant que entre la glace et l'eau. Il y a pas ce sont des états différents, mais il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation entre le corps et le mental. Et l'impact Sauf si du on nous mental. coupe la tête. Voilà. Et encore, est-ce que on ne penserait pas ailleurs, puisque le psychisme, il est. Mais non, il mais est où on est mort si on nous coupe la tête de toute non, façon. mais on peut continuer. Vous savez, les canards, moi j'ai vu des canards courir sans tête. Oui. Voilà, peut-être qu'ils pensaient. Non, mais sérieusement, bon, je crois que ceux qui écoutent cette émission régulièrement le savent à quel point j'insiste sur le fait que on est entier, c'est-à-dire qu'on est un corps et un esprit, mais peut-être que c'est bien de temps en temps de l'expliquer de manière plus bioénergétiquement, si je puis dire. La biologie, peut-être déjà, commence à l'expliquer. Une pensée, c'est immédiatement une réaction chimique dans le corps. Hein. Il y a tout de suite une glande qui va fabriquer une hormone, une pensée de peur. Je parle de la pensée, c'est pas forcément la situation, attention. La pensée ne peut être totalement créé par le mental et rien à voir avec la situation. Donc cette pensée de peur va immédiatement déclencher une fabrication des surrénales qui vont fabriquer par exemple, quelqu'un qui a la phobie des araignées, il voit une araignée qui est toute petite, elle est vraiment pas en danger et pourtant elle va avoir peur. Donc c'est bien une pensée. Alors c'est avant une émotion. Avant la pensée, c'est une émotion. L'émotion va plus vite que la pensée, 1000 fois plus vite que la pensée. C'est l'émotion qui va déclencher la pensée. Et l'émotion, c'est un programme. Qui déclenche la peur. Qui va déclencher la peur. Mais c'est une peur qui est due à une croyance que, les araignées sont dangereuses. Exactement. C'est un programme qui est intégré, soit pendant l'enfance, soit un programme qui a été intégré en tant que transgénérationnel. On se refile ça de génération en génération. Ou par la culture. Ou par la culture, pendant la jeune enfance. L'enfant, jusqu'à 7 ans, c'est une éponge. Donc, il enclenche, il engraine des programmes. Il a le programme peur des araignées. La vision de l'araignée va déclencher ce programme, donc peur et la réaction chimique dans le corps, mais la pensée, le mental ne pourra pas contrer ça, même en se disant une araignée n'a jamais mangé personne, c'est tout petit, je peux l'écraser, mais non, c'est trop tard. Le programme qui est présent et qui est déclenché, c'est lui qui domine et qui déclenche, donc ce que je disais tout à l'heure, le phénomène chimique à travers le corps. Et c'est une réaction de peur, donc c'est ce qu'on appelle un stress, c'est-à-dire que les pupilles se dilatent, les muscles se tendent, le cœur s'accélère, c'est l'adrénaline qui... Mais alors on fait quoi ? On va chez des spécialistes de la communication entre le mental et le subconscient. Le problème, c'est que le mental ne peut pas communiquer avec le subconscient. Il n'a pas le même système d'apprentissage. Donc, il faut communiquer avec le subconscient et débrancher ce programme. Et là, on a aujourd'hui, quand même, une époque formidable où on a des techniques, des méthodes à notre disposition qui n'existaient pas il y a pas si longtemps. On a les cures-médecines, par exemple. On a le MDR. Alors, on va développer, je ne sais pas si vous en parlez, en général, de l'EFT, l'hypnothérapie et les thérapies biodynamiques, bioénergétiques, qui vont pouvoir avoir un accès au subconscient et déprogrammer ce programme gênant qui nous empêche de vivre. D'accord. Et donc, pendant ces 2 heures, vous allez, grâce aux témoignages qu'on va avoir, aider les gens à être plus dans le corps, c'est ça votre objectif ? Mon objectif, c'est d'essayer d'informer, de prendre conscience déjà que nous ne sommes pas que nos pensées, que nous ne sommes pas qu'un mental, nous ne sommes pas notre mental, c'est ce que dit Eckhart Tolle dans son ouvrage formidable, Le pouvoir du moment présent. Vous n'êtes pas votre mental, vous êtes aussi autre chose, un corps, une âme, et que ce mental, il prend une place énorme. J'avais une de mes élèves à qui je parlais du sujet qui me dit « Ah oui, je sais, la petite voix salope ». Voilà, la petite voix salope, elle prend une place incroyable. Les pensées représentent 90% de nos pensées sont inutiles et répétitive, c'est tout le temps, ça tourne en rond, et patati et patata. C'est d'ailleurs ce qui empêche, chez les gens qui sont un peu insomniaques, c'est cette incapacité d'arrêter de penser, par exemple. Ça demande énormément d'énergie et ça bloque le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, ça le bloque sur le système sympathique, c'est-à-dire l'accélérateur. Le système nerveux autonome est divisé en 2 systèmes. Parasympathique et sympathique. Donc c'est le frein, et le sympathique, l'accélérateur. Eh bien la pensée, elle bloque sur le sympathique et impossible de s'endormir, car impossible de passer sur le parasympathique, sur le frein. C'est pour ça que l'insomnie, elle est liée souvent qui est celui aussi qui permet l'érection.
Oui. Dites en passant comme ça, mais ça, c'est parce que je suis un peu obsédée. Alors, voilà, non, c'est le sujet. Donc le sympathique, c'est l'accélérateur, il permet l'érection, et l'orgasme, lui, va passer sur le parasympathique. C'est pour ça que les hommes s'endorment après l'orgasme et que les femmes se plaignent. Pourquoi tu dors ? C'est impossible d'avoir une pensée pendant l'orgasme. Oui, mais là on est dans l'instant présent, il vaut mieux. Et oui, voilà. C'est pas qu'il vaut mieux, c'est qu'on n'a pas le choix. Alors, qui dure pas longtemps cet instant présent, mais bon, quand même, c'est pas mal. C'est un moment d'infini. Voilà. Donc d'ailleurs, c'était ce que disait Castaneda, hein, stopper le monde, c'était stopper les pensées. Voilà. C'est ça que ça voulait dire à l'époque hippie de mon adolescence. Bon, on va essayer pendant 2 heures de faire parler le corps. De l'écouter, apprendre à l'écouter. Il a toujours raison, il donne les bonnes informations. Il a toujours raison, le corps, il est lié à la nature et c'est lui qui donne les bonnes informations. Donc, si j'apprends à l'écouter, je vais éviter certains pièges. Quand je me sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bien dans mon environnement. Et c'est l'environnement qui détermine le fonctionnement de la cellule, donc le fonctionnement du corps. Eh bien, Seymour Bruxelles est avec nous, il va écouter votre corps, donc votre corps, il peut appeler avec ses doigts, le 0826 300 300, oui, c'est bien ça. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Seymour Bruxelles est avec nous, ostéopathe, praticien en développement personnel qui nous aide à comprendre notre corps. Et c'est bien parce que je crois qu'on va commencer par le coup de foudre, ce qui se passe dans notre corps quand on a un coup de foudre. Ça me plaît beaucoup. Merci Rachel d'aborder ce sujet avec nous. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui. Non, pas très bien, me fait signe mon réalisateur. Il est très très exigeant, mais c'est normal, c'est son métier. Donc on va essayer de régler ça. Et nous avons retrouvé Rachel, donc qui va nous parler de son coup de foudre. On vous écoute, Rachel, allez-y. Oui, bonjour Brigitte. J'aimerais témoigner de ce qui m'est arrivé à mes 19 ans. Donc c'était un jour totalement ordinaire, j'étais un peu malade, donc avec ma grand-mère on est allé à la pharmacie. J'étais à l'époque, la pharmacie était pleine à craquer, j'étais un petit peu introvertie, donc je me suis un peu mis en retrait. Et puis ma grand-mère, elle était un petit peu, exubérante, et elle crie tout fort au pharmacien, s'il vous plaît, donnez-lui des suppositoires, elle est constipée. Et donc, je vous dis pas, j'ai pris un phare monumental et je me suis encore plus mis en retraite. Du coup, tous les gens m'ont regardé, j'ai observé tout le monde. Et quand j'ai eu fini, ça a duré quelques secondes, même pas une seconde, et d'un coup mon corps s'est mis à trembler, j'ai eu le cœur qui palpitait, des sueurs, je tremblais, mais c'était pas un sentiment de mal-être, j'étais plutôt bien, je dirais que c'était plutôt joyeux ce qui m'arrivait, mais je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, mais alors pas du tout, je suis sortie de la pharmacie, je tremblais, et en sortant de la pharmacie, il y avait une voiture de stationnée. À l'intérieur, je ne voyais pas trop la personne parce qu'il y avait le reflet de la vitre, mais je sentais que j'étais attirée par cette voiture et que mon cœur, il explosait et que j'arrivais du mal à me contrôler. C'était vraiment des tremblements, des sueurs et tout. J'ai pas cherché à comprendre. On est rentré à la maison. À ce moment-là, je dis à ma grand-mère, écoute, je vais aller au tabac. À l'époque, je fumais et donc j'ai dit, je vais aller au tabac, et je prenais toujours le même chemin. Mais là, je me suis dit, non, je vais prendre la grande route. Ne sait-on jamais si cette voiture, je la revois. Effectivement, je revois la voiture passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'étais dans tous mes états sur le trottoir et elle s'est arrêtée à peu près à 50 mètres devant moi. Et j'étais toute seule, donc forcément c'était pour moi. Donc arrivée à la hauteur de la voiture, je me suis penchée, la vitre s'est ouverte et là il y avait un jeune homme. Et il me demande si il peut m'emmener quelque part. Je lui dis non, écoutez, je suis arrivée. Donc voilà, il me dit écoutez, est-ce que vous avez le droit de sortir le soir? Je dis oui. Il me dit on peut se donner rendez-vous, je viens vous chercher, je suis véhiculée. Pas de souci, sans hésitation, sans savoir qui c'était, ni comment, ni pourquoi. Je lui ai donné mon adresse. À 20h, on a eu rendez-vous. Il est venu me chercher, il était pile poil à l'heure. Je suis rentrée dans sa voiture, je ne savais ni son prénom, ni rien. Et puis, on s'est plus quitté. On a eu un coup de foudre monumental. On ne pouvait plus se quitter. On est tombés amoureux tout de suite. Ça a été terrible. Terriblement joyeux,
Et lui, d'ailleurs, en rentrant de la pharmacie, enfin après m'avoir donné son rendez-vous pour le soir, il est rentré chez lui et il a dit à sa mère, j'ai trouvé la femme de ma vie. Effectivement, on s'est mariés, on a eu 3 enfants. Donc voilà. Je voulais témoigner de ça, mais en fait... ce que je voulais comprendre, c'est quand dans la pharmacie de votre grand-mère lui crie tout fort des suppositoires, vous l'aviez déjà croisé, donc vous l'aviez... Non, pas du tout. En fait, en rentrant dans la pharmacie, je n'avais pas trop regardé qui y avait dans cette pharmacie. Donc c'est en sortant de la pharmacie que vous voyez la voiture, c'est ça ? Ben non, c'était dans la pharmacie à ce moment-là, lorsqu'elle était au comptoir en train de commander quelques médicaments. Et donc, elle sort cette grande phrase qu'à ce moment-là, je me suis bien sentie concernée. Donc, j'ai pris un phare et j'ai regardé vraiment tout le monde à ce moment-là dans la pharmacie. Mais c'est là où c'est là que j'ai vu ce jeune homme, mais sans y prêter attention. Vraiment, j'ai pas posé mes yeux plus sur lui que sur quelqu'un d'autre. Mais en posant mes yeux sur lui, c'est passé un truc, mais... D'accord. Et lui, c'est à ce moment-là aussi sans doute qu'il a craqué. Tout à fait. Tout à fait. Il a eu le même ressenti que moi. Il a dit, je t'ai vu, je ne savais pas pourquoi, mais d'un coup, j'ai eu des palpitations, j'ai eu chaud, j'ai eu des tremblements... Oui, alors justement... Si on cherche une explication oui, Seymour, du corps, puisqu'on est là pour parler du corps, comment le corps a réagi. Le corps, c'est pas uniquement le corps physique, c'est aussi le corps énergétique. Nous sommes une enveloppe, un champ vibratoire. Vos 2 champs se sont croisés et se sont... je dirais accordé tout de suite, percuté, et accordé tout de suite, déclenchant tout un système hormonal. On en a parlé tout à l'heure, c'est au niveau des hormones que ça se passe. Et puis, vous avez de la chance par rapport à pas mal de gens qui ont eu des coups de foudre, mais qui ne durent pas. Et le vôtre a duré dans le temps, vous étiez fait pour vous rencontrer, alors après il y a peut-être d'autres explications, il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction, l'attente que vous aviez tous les deux à ce moment-là dans votre vie, la recherche que vous aviez dans votre vie, et puis cette attraction qui s'est mise en place. Il y a des lois comme ça qu'on appelle des lois physiques ou quantiques qui permettent les rencontres, la synchronicité de Jung aussi, qui explique ce genre de choses, et c'est formidable. Et donc là, ce que vous décrivez aussi, c'est la réaction de votre corps qui, lui, donne une réponse aussi, puisque vous êtes... C'est ça. C'était plus mon corps que mon esprit à ce moment-là. Je ne me suis pas dit, tiens, ce joli garçon, il a l'air charmant. Pas du tout. J'ai même pas eu le temps de me poser la question, en fait. Mais ce qui est intéressant, Seymour Bruxelles, c'est qu'il faut peut-être comprendre que lorsqu'on a une attirance pour quelqu'un, une attirance aussi immédiate et soudaine, c'est que quelque part, la personne qui est en face réveille en nous quelque chose qui est important, enfin une énergie ou je ne sais quoi. C'est ce que je disais. Et après, que ça dure longtemps ou que ça dure pas longtemps, je dirais qu'à la limite, ça n'a pas d'importance. C'est une rencontre qui peut nous aider à mieux nous connaître. Après, parfois, elle va nous faire du mal, mais ça va nous permettre de grandir si on accepte le message, ou nous permettre, comme vous, et ça c'est formidable, de créer une famille, etc. Mais la vie, la nature, elle est pas là pour qu'on soit spécialement dans le bonheur absolu. Elle est là pour nous faire grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je dis oui. Ah oui, moi, totalement aussi. Oui. Écoutez, il y a les 2 dimensions. Cette dimension, qui m'intéresse dans ce témoignage, c'est qu'il y a une autre énergie qui est venue prendre une place importante, qui s'appelle l'amour. Car ces rencontres, comme vous le dites, elles sont faites aussi pour nous faire comprendre des choses, pour mieux se connaître, etc. Mais quand s'installe en plus cette énergie d'amour qui, moi, je trouve est un peu perdue, c'est encore mieux quand ça dure. Car les hormones, si on reste sur le système hormonal, il dure pas, lui. L'excitation hormonale, c'est 6 mois, 1 an, et puis après, ça commence à baisser. Non, c'était vraiment très très fort, mais très fort. On pouvait plus se quitter, c'était terrible. J'ai quasiment, je suis arrêtée d'aller en cours. Je bleutais tout le temps parce que j'avais que envie d'être avec lui. C'était terrible, très intense, très fort. Et physiquement, c'était pas du tout mon style de garçon, on va dire. D'accord. Alors il y a ce qu'on appelle l'âme sœur aussi. Vous avez peut-être 2 âmes qui se sont rencontrées et qui se sont complétées, qui attendaient ça et qui ont du mal à se détacher, ce qui peut être aussi un inconvénient. Car dans ce genre de rencontre, il est important aussi de garder sa liberté et son identité, de ne pas se perdre dans l'identité de l'autre.
Bon, en tout cas, vous avez vraiment vécu quelque chose qui vous a complètement dépassé. Hein, et c'est là où on voit que le corps, à ce moment-là, il dit, plus fort. Il dit quelque chose. Merci beaucoup, Rachel, en tout cas. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil du jour. On va parler de la jalousie qu'on a parfois pour les ex. Et puis, vous pouvez nous rejoindre également au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Simon Bruxelles, oui, quand on est jaloux, il se passe aussi des choses dans le corps. Hein. Terrible. C'est fou, hein, d'ailleurs. C'est une maladie. C'est toxique, hein, la jalousie. Ça peut détruire un corps, ça peut pousser au suicide. C'est terrible au niveau, donc, réaction biologique, puisqu'on en parle, réaction chimique, la jalousie, ça rend fou. C'est un poison. En tout cas, être jaloux de ses ex, a priori, il n'y a aucune raison, hein, puisque si notre partenaire a quitté même s'il a été quitté, bon, ils sont plus ensemble, on va pas être jaloux. Et pourtant, on entend hein, des jalousies pour des ex, on l'entend régulièrement. En fait, c'est souvent un manque de confiance en soi, mais pas seulement. Je crois qu'accepter le passé de quelqu'un, ça demande tout de même une certaine maturité. Par exemple, un ex ou une ex, ça peut nous renvoyer à une rivalité enfantine, une jalousie de frère ou de sœur, ou encore une fusion avec l'un des parents qui est toujours pas résolue. Et le besoin de possession qu'on peut avoir de notre partenaire peut aussi provoquer de la jalousie, comme si tout ce que l'autre a connu nous fait mal, d'autant plus s'il a été très amoureux d'un ex ou d'une ex. Donc on a imaginé et on se met à imaginer qu'il l'a été plus, qu'il ne le sera jamais avec nous-mêmes, etc. Et ça, c'est un poison qu'on va nourrir avec nos pensées, justement. Ça peut même cacher une peur de s'engager, comme si faire revivre l'ex, ça permettait de se dire que la place n'est pas libre. Donc c'est le propos de ce Love Conseil. Si vous êtes jaloux de l'un ou l'autre des ex de votre partenaire, essayez quand même de voir plus clair en vous de quoi ça parle. Je vous ai donné plusieurs pistes. Cela étant dit, quand l'ex a encore une très grande place dans la vie de votre partenaire, parfois la jalousie, elle a quand même des raisons d'exister. Donc il faut oser à ce moment-là en parler et essayer de désamorcer la crise. Alors souvent on conseille de devenir ami avec l'ex, mais je suis pas sûre que ce soit toujours une très bonne idée, parce qu'il y a des ex qui à ce moment-là peuvent créer un petit peu le bordel dans la relation. Donc faites attention à ça quand même. Mais jaloux des ex, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, et c'est à désamorcer et c'est à comprendre. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Seymour ? Oui, allez-y. Il y a une notion dans la jalousie qui est importante à comprendre, c'est la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, c'est très répandu. On a peur d'être abandonné parce que l'être aimé est attiré par quelqu'un d'autre. Et le décalage dans le temps, donc si on vit vraiment dans le présent, on vit son présent, et l'ex n'est pas présent. Mais comme je le disais tout à l'heure, le mental est toujours en train de rechercher des références dans le passé, et ce passé devient présent, et devient lourd à porter. Et cette peur de l'abandon, c'est elle qui réveille cette jalousie et cette peur qui va dans le corps faire des dégâts, hein, et peut devenir une obsession de qu'est-ce que tu as vécu avec cette femme ou avec cet homme. Et c'est très destructeur. Et une des solutions, ce serait d'arriver à vivre vraiment les moments que nous offre le présent, sans porter le passé. Et d'ailleurs, votre réponse me fait penser à une chose importante à dire. Ne posez jamais de questions sur la sexualité qu'il ou elle a eu avec ses ex. Jamais de poser de questions, parce que sinon, ça va vous faire des ça devient un pensées. fantasme, et le film va se mettre en route et ça va être insupportable. Voilà. Et en règle générale, il faut pas demander. Et avec ton ex, tu pratiquais la levrette. Non. C'était mieux qu'avec moi. Et si on vous pose des questions sur votre sexualité avec vos ex, répondez le plus vaguement possible. Ne donnez pas de détails, évidemment. Coralie, bonjour. Bonjour Coralie. Oui, bonjour. Merci de réagir. Alors, votre corps, un jour, il vous a dit zut. C'est ça ? Oui, pardon, j'ai pas entendu. Mon corps m'a dit un jour. Zut, c'est pour utiliser un mot qu'on peut utiliser. Sinon, j'aurais dit un autre mot qui commence par un M. Hein. Exactement. Je me suis réveillée
Un matin, tordu en dos, et j'ai compris que ma vie ne me convenait plus du tout. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin avec un lumbago, c'est ça ou... Au départ, j'avais commencé à avoir mal aux jambes, mal aux genoux. Donc, j'avais du mal à marcher. Je suis partie faire des examens. On ne comprenait pas ce que j'avais. Puis après, par la suite, ça a été le dos. Donc, je me réveillais avec le dos complètement bloqué. Et puis, j'ai compris, en fait, que ma vie ne me convenait plus, puisque je savais que mon mari avait une maîtresse et j'avais 2 petites jumelles que j'élevais et je dépendais complètement de lui. Donc, j'ai accepté. Puis, au bout d'un moment, mon corps m'a dit stop. C'était plus possible. Et j'ai pris mes petites filles, je suis partie m'installer chez ma maman. Et par miracle, mes douleurs se sont estompées. Par miracle, non. Oui. Mais ce matin-là, quand vous avez du mal à vous lever parce que votre corps ne répond plus, quelle a été votre première pensée, justement ? Il y avait déjà un ras-le-bol, un trop-plein. Je savais que mon corps me disait ça suffit, je comprenais. Mais comme j'avais des enfants en bas âge, je prenais sur moi. Je me disais patiente. Je dépendais de lui financièrement, donc je n'avais pas le choix. Alors, dans cette situation, on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. L'environnement détermine le fonctionnement de la cellule, de nos cellules, c'est-à-dire de notre corps. Un corps, c'est quoi ? C'est un gros sac de cellules. Quand l'environnement est négatif, et néfaste et agressif, comme vous l'avez vécu, le corps ne peut pas fonctionner correctement. Et il vous l'a montré. Et vous avez dit, vous avez changé d'environnement. Vous êtes parti dans un autre environnement chez votre mère, et votre corps s'est remis à fonctionner. Exactement. Voilà. Vous voyez à quel point on dépend de notre environnement. L'environnement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plein de choses. Dans l'environnement, il y a énormément de choses, dont les personnes qui sont autour de nous, dont la situation, dont aussi l'endroit où on habite, vit, etc. C'est énormément de facteurs qui déterminent le fonctionnement de notre corps. Et le corps, quand il est dans un environnement négatif, il ne peut plus fonctionner correctement. Et vous avez bien fait, tout à fait bien fait, de changer d'environnement pour que votre corps se remette à fonctionner, car sinon vous alliez dans une situation de maladie, de maladie grave. Hein. Oui, parce que j'avais commencé par les genoux, puis après ça a été par le dos. Voilà, donc, alors les genoux, les jambes, c'est parce que vous pouviez plus avancer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je peux plus avancer. Je peux plus avancer dans ma vie. C'est fini. Je peux plus avancer. Voilà. Et puis après c'est le dos. J'en ai plein de dos. Voilà. On va appeler Michel Odoul au téléphone. Et donc voilà, c'est clair. Bon, mais vous avez une réaction très saine et salvatrice, c'est de quitter cet environnement. Voilà. Il ne faut pas rester dans l'environnement négatif, car ça nous tue. Nombre de cancers viennent de là. Nombre de maladies viennent de là. De gens qui ne vivent pas les situations qu'ils devraient vivre, qui ne supportent plus la situation, mais qui s'obligent à y rester. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, oui, complètement. Moi, disons que c'était financièrement, où je dépendais de lui, donc j'avais pas trop le choix. Oui, mais voilà, il y a toujours des raisons. La preuve que si, vous voyez, Coralie, encore une fois, je suis pas du tout en train d'essayer de vous culpabiliser. Hein. Vous avez fait ce que vous avez pu, et puis de toute façon, personne n'est parfait. Hein. Mais la preuve que si, puisqu'à un moment donné, vous avez pu, votre mère vous a accueilli. Alors c'est vrai que c'est pas drôle quand on est adulte d'être obligé de retourner chez sa mère. Hein. Je comprends bien. 2 enfants. Surtout quand on est soi-même mère, on aimerait. Mais je crois que c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que vous nous transmettez, Coralie. Je crois que c'est jamais un problème de demander de l'aide à des gens qui sont proches de nous. Ce qui est un problème, c'est de se croire plus forte que ce qu'on est. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que demander de l'aide, c'est une preuve de force et de courage, contrairement à ce qu'on entend parfois dans certains... C'est être honnête par rapport à soi-même. Très important. Et se respecter. Se respecter, parce que qu'est-ce que ça voulait dire ? Que l'autre ne respecte pas. Mais si l'autre ne me respecte pas, c'est parce que je lui ai laissé faire et je ne me respecte pas. Et c'est demander de l'aide, c'est aussi une forme de respect de soi, et les autres sont là pour ça. Je veux dire, on n'est pas fait pour vivre totalement isolés. Nous sommes des animaux de groupe, des animaux de troupeau. Et la famille, aujourd'hui, il en reste encore. Heureusement, elle est là pour ça. C'est ça, la famille. Oui, complètement. C'est ma maman qui me voyait justement dépérir et qui me disait « Viens, quitte ton mari, viens ». Mais je n'avais pas le courage de le faire. C'est ma maman qui m'a dit. Et puis à partir du moment où j'ai pris cette initiative, enfin j'ai employé le mot miracle, ce n'est pas un miracle, mais je me suis rendu compte que finalement, petit à petit, les douleurs se sont estompées et j'ai repris une vie normale. Oui. Mais vous savez, je le dis souvent, Coralie, il faut plus de courage pour partir que pour rester. Oui. C'est important de le dire, parce que on croit qu'on reste et que c'est courageux de rester, mais non, c'est souvent une lâcheté.
Moi, j'irai pas jusqu'à à dire ce mot-là, mais et puis je pense que vous aviez vos enfants, c'était aussi leur père. Enfin, tout ça est compliqué. Et puis je suppose que vous avez travaillé aussi et que vous avez dépassé tout ça. Bien évidemment, aujourd'hui, bien évidemment. Mais même votre corps vous a servi, bravo. Et vous l'avez écouté quand même, finalement. Hein, faut l'écouter. Il faut dire qu'il parlait fort, là. Hein. Oui, j'ai écouté ma maman. C'est la maman qui m'a dit, voilà, si tu veux guérir, il faut partir. Oui, mais elle a vu... Elle avait parfaitement compris, elle me voyait dépérir, elle m'a dit, voilà. si tu restes, tu vas te rendre malade et tu vas rendre tes enfants malades. Donc elle m'a dit, la maison est ouverte, viens. Et j'ai réfléchi, et puis j'ai pris mes enfants, et aujourd'hui je ne regrette pas. Elle a compris le langage de votre corps. Elle l'a écouté, elle l'a entendu. Oui. Elle a dit, oh là là, non, ça va pas. Mais vous avez remarqué, Seymour Broussel, c'est souvent notre entourage qui va nous dire, oh là là, t'as mauvaise mine, t'as l'air fatigué. Et on devrait... On ne se voit pas. On ne se voit pas. Les autres nous voient des choses chez nous, mais on ne se voit pas. Il faut écouter un peu quand c'est des vrais amis, pas quand c'est quelqu'un qui a envie de nous casser. Non, mais c'est important et votre maman, elle a été là. Merci en tout cas, Coralie. Merci de ce témoignage. On continue dans un instant avec Seymour Broussel qui est avec nous et qui écoute votre corps. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Seymour Broussel est avec nous. Je rappelle également que vous êtes auteur de différents livres, L'énergie, une force de guérison, le corps, auto-guérisseur, enfin bref, des livres que vous avez écrits et qui montrent bien tout votre intérêt pour le corps qui ne mange jamais. Et on retrouve Laure qui est avec nous. Bonjour Laure. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Bonjour. Seymour Broussel qui est avec nous. Oui, il a un prénom original. Irlandais, attention. C'est irlandais Yes sir. Island forever. Seymour. Mais c'est presque amour. Hein. Ah oui, ça oui, parce que les petits enfants qui n'arrivent pas à dire mon prénom m'appellent toujours Amour. Amour. C'est sympathique, c'est mignon, ça quand même. Oui, c'est sympathique. Laure, justement, vous avez eu une relation cet été, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous a dit votre corps alors? Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Beaucoup de choses. Donc en fait, j'ai eu une relation pendant plus d'1 an où j'étais vraiment très impliquée sentimentalement, émotionnellement. Cette relation a pris fin malgré moi. Et cet été, une relation s'est présentée à moi alors que je ne me sentais pas complètement prête à repartir sur une relation. Oui. Et j'ai quand même accepté d'y aller, même si j'étais pas tout à fait prête. Et du coup, il y a eu une relation donc physique et sexuelle, mais où, on va dire protégée, qui fait qu'il n'y avait aucune raison de pouvoir être entre guillemets contaminé. Et en fait, mon corps est réagi par une mycose vaginale qui est apparue, qui a été très forte. Et inexpliqué, on va dire, sur le plan physique. Médical, oui. Médical, on va dire, voilà, exactement. Et comme je suis très, très attentive, justement, à mon corps, et à mon corps, autant par les maladies, autant par l'équilibre de ce que j'appelle de la terre, de l'air, du feu, de l'eau dans mon corps, de voir, voilà, si je suis pas en excès ou en déficit. Et là, quand j'ai eu cette mycose, elle est arrivée très brutalement, très violemment, que je me suis forcément dit qu'il fallait que j'aille regarder qu'est-ce que ça venait dire. Donc j'ai pris un ouvrage qui est assez connu, qui est le dictionnaire des mots et des maladies. Et je suis allée voir un peu... Monsieur Martel. Donc... Voilà, je n'osais pas le citer, mais voilà. Si, je le citer. Il est bien son dictionnaire. Voilà, oui, il est un peu simpliste, mais il peut permettre, en effet, à des personnes de mieux comprendre. Absolument, je suis d'accord. Disons que c'est une approche, c'est un livre que j'ai eu en 2010, et depuis, forcément, je trouve aussi un peu simpliste, mais ça permet d'avoir une base de compréhension et ensuite... d'aller ressentir à l'intérieur. Alors, ce qui peut aider aussi, parce que moi, comme vous le savez, Michel Odoul vient souvent et son livre est formidable, mais il est plus complexe, c'est plus compliqué, mais en même temps, c'est beaucoup plus juste. Mais ce qui peut aider quand vous avez un problème avec votre corps, hein, une maladie, un symptôme, etc., c'est aller regarder sur Google le symbolisme. Par exemple, symbolisme lumbago, symbolisme mycose vaginale, et là, vous
vous avez toujours des informations qui vont arriver. Donc je le dis pas pour vous, puisque vous avez trouvé l'or, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent. Il y a toujours un moyen d'avoir des petites réponses. Et après, c'est à vous de mettre le sens que vous avez à y mettre. Chacun, l'interprétation est personnelle. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment ajouter. C'est une ligne, on nous donne une ligne. Voilà. Je vous laisse, excusez-moi, je vous avais coupé un peu la parole. Donc, Martel, qu'est-ce qu'il a dit, Martel, alors? Non, alors c'est pas. En fait, disons que je suis allée voir un peu un peu des points de départ, des clés dans le. Oui, vous avez bien fait, bien sûr. Par contre, moi, je suis dans la résonance et en fait, ça m'a mis en éclairage que dans cette relation que je ne désirais pas. Attention, c'était une relation consentie, mais où je me sentais pas prête clairement de partir dans cette relation. Au final, je me suis retrouvée à rentrer dans une relation sexuelle où j'ai à un moment donné, justement, ça a été le déclencheur, j'ai ressenti énormément de désir sans avoir d'amour pour cet homme. Et du coup, j'ai porté une culpabilité immense presque de ne pas être fidèle, c'est-à-dire que pour moi, j'aime beaucoup, et d'ailleurs il y avait une émission qui parlait de ça avec vous, Brigitte, entre le désir et le sentiment amoureux, en fait. Oui, bien sûr. Et dans ma précédente relation, donc celle qui a duré plus d'1 an, il y avait énormément de désir, mais aussi énormément de sentiments, alors que là, je démarrais quelque chose où il n'y avait pas vraiment de sentiments, en tout cas pas amoureux. Excusez-moi, on vous entend moins bien. Ça voudrait dire, Laure, qu'au fond, vous avez eu l'impression de vous trahir, c'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous avez besoin d'abord d'avoir du sentiment pour vous laisser aller au désir, c'est ça ? Oui, ou bien de culpabiliser, peut-être d'avoir une petite voix intérieure qui dit que c'est pas honorable quelque part d'avoir autant de désir sans qu'il y ait de l'amour. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Vous, en tout cas, vous vous êtes senti un peu presque, on va pas dire sali, mais en tout cas un peu coupable. Si, oui, on peut parler de sali, si. Oh, oui. Je me suis sentie souillée, mais par moi-même, c'est-à-dire il y avait aussi cette notion de culpabilité, mais de trahison, de moi avec moi-même, de comment je pouvais me donner à l'autre avec autant d'ouverture et autant on va dire moi, je vous invite quand même, Laure, à travailler. En tout cas, c'est ce que vous avez ressenti, et donc c'est votre vérité. Mais il faut peut-être quand même un petit peu travailler sur vos valeurs. Est-ce que ce sont vos vraies valeurs ou est-ce que ce sont les valeurs de votre éducation ? C'est parce que votre corps, il vous a quand même aussi dit que vous aviez beaucoup de désirs, voyez. Donc il y a peut-être une ambivalence entre votre désir qui est entre le mental et le corps, et qui est un petit peu contrecarré par des valeurs imposées par le mental, mais qui peut-être viennent de l'éducation. C'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est ce que parce que après tout, vous aviez du désir sexuel, c'est plutôt un bon élan santé. Vital et une preuve de bonne santé. Vous voyez, Laure, donc c'est important et peut-être qu'il y avait un petit sentiment de trahir la relation d'avant, j'en sais rien. Alors voilà, je voulais poser cette question. Est-ce que vous êtes senti infidèle à la personne précédente, même si la relation était terminée ? Alors, donc déjà, je réponds par rapport à vous, Brigitte, c'est que du coup, je suis allée visiter ça. Donc, en effet, je suis allée visiter le plan et en l'occurrence, voilà, cette blessure d'un jour avoir été traitée de salope sans raison par mon propre père. Donc, je suis allée le visiter. Ah, d'accord. Voilà le programme. Et ensuite, pour répondre, je me suis sentie, infidèle, parce que pour moi, je suis en finale encore amoureuse de l'homme d'avant. D'accord. Et du coup, pour moi, en effet, j'étais une salope d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir aller dans les bras de quelqu'un d'autre éprouver du désir, alors que je ne suis plus avec celui que j'aime et que je désire. Donc tout ça a été relié. Et à partir du moment où j'ai mis beaucoup de conscience, donc ça a été rapide parce que quand c'est comme ça, je pars méditer, je pars rééquilibrer ce qui se passe, qui n'est pas en équilibre à l'intérieur de moi. Et sans traitement, dès le lendemain, la mycose s'est calmée. Eh bien, bravo, parce que Laure a écouté son corps et a compris le message. C'est un
très très beau témoignage que vous nous avez offert, Laure. Merci beaucoup. Et le fait de réaccorder, justement, de faire le lien entre le mental et le corps a permis la guérison. Et rapide, absolument. Merci beaucoup. On continue après les infos, bien sûr, toujours avec Seymour Bruxelles. Et puis une petite devinette. Que devrait répondre une femme qui a pris beaucoup de poids? La réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Seymour Bruxelles est avec nous et il décode les mots du corps, ce que nous raconte notre corps. Et merci déjà pour tous les témoignages qu'on a eus depuis 14 heures, parce que ça éclaire bien votre... Vous êtes content, hein? Tout à fait, c'est une illustration parfaite du bien, sujet. On est dans le sujet. On va continuer, enfin en tout cas j'espère. Avant de redonner la parole à Sybille d'ailleurs, qui nous a rejoint, et je crois qu'on va aborder le burn-out, c'est un vrai sujet de société. Que devrait répondre une femme qui a pris beaucoup de poids? C'est moi là, je réponds. Oui. Eh ben, elle en a trop pris dans son assiette des poids, et la prochaine fois, elle en prendra moins. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, elle doit répondre: je n'ai pas grossi, j'ai augmenté ma surface de caresse. Ah, dis donc. C'est joli. C'est joli, ça, c'est bien. C'est joli. Et puis comme ça, au moins. J'ai augmenté ma surface de caresse. Vous aussi, vous l'avez augmenté. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, sinon, la devise du jour, comment se débarrasser des corvées? Bon. On a tous des corvées, on a tous des choses désagréables à faire, et dans tous les domaines. Le meilleur moyen, c'est de s'en débarrasser plus vite. Et au lieu de ça, on a tendance à mettre de côté les corvées, et du coup, ça nous pourrit la vie durant des jours et des jours. On se fait du mal quand c'est quelque chose d'important. Alors, soit c'est quelque chose qui n'est pas très important, et on laisse tomber. Après tout, si on n'a pas fait le ménage le mardi, on le fera le mardi prochain. Hein, c'est pas non plus très très grave. Enfin bon, je dis ça. C'est pas grave. Voilà. Soit c'est pas très grave et on s'en fout et on oublie. Ou alors, si c'est important de le faire, on le fait le plus vite possible pour avoir l'esprit tranquille. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple, mais ça me rappelle notre scolarité. On a tous, je pense, plus ou moins, attendu le dernier jour pour faire notre devoir qui avait été posé par le professeur 3 semaines avant, et il fallait le rendre à telle date. Et qu'est-ce qu'on faisait? On le faisait la veille jusqu'à 2h du matin. On a tous un peu ce défaut-là. Moi, je trouve qu'il faut, et c'est là où nos pensées servent quand même. Quand on a quelque chose qu'il faut qu'on fasse, on se met dans notre emploi du temps le moment où on doit le faire, et on s'y tient. Voilà. Ça, c'est sage. Et ça, c'est sage, parce qu'à ce moment-là, on a cadré le truc, et on n'est plus en train de se dire: oh là là, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça. On le subit moins, sinon on va le subir longtemps. Voilà. Et parfois, on va envoyer trop tard, et on va avoir des indemnités, enfin des machins. Enfin bon, on se pourrit la vie bêtement, quoi. Soyons sages. Soyons sages. Sybille est avec nous. Sybille, pardon, est avec nous. Bonjour Sybille. Oui, bonjour. Sybille, ça vous va bien? J'allais dire, c'est encore mieux. Oui, moi je veux bien vous appeler Sybille. Non, ça va. Donc Sybille. Oui. Vous avez fait un burn-out, je crois, hein, c'est ça? Oui, un beau burn-out, ouais. Oui, mais je vous remercie de témoigner sur ce sujet, parce que c'est un sujet tellement d'actualité. Et ça va être intéressant d'entendre ce que vous dit Seymour. Allez-y, je vous en prie déjà, racontez-nous. Alors c'était il y a 5 ans, j'étais responsable qualité dans un hôpital, et c'est un métier où il y a beaucoup de pression. Alors je subissais pas de harcèlement, mais c'est très contrôlant, très très qualitatif, donc c'était très difficile. Et un matin, beaucoup de surcharge de travail, et un mauvais esprit d'équipe. Mais bon, pas de harcèlement, pas de souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, peut-être que je suis dans le déni encore, mais voilà. Les objectifs confus, tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans les hôpitaux, voilà, très compliqué. Et du coup, j'ai commencé, je suis allée faire mes courses dans un petit hypermarché en centre-ville, qu'on connaît tous. Et là, je suis sortie, impossible de retrouver mes clés, de retrouver ma voiture, alors je la garais toujours au même endroit. Je suis rentrée chez moi, mon mari est chirurgien, je lui ai dit, ça les a tous amusés, j'ai dit je suis remontée à pied parce que j'ai pas retrouvé ma voiture, je verrai si demain je vais mieux pour la retrouver. Voilà, ça les a amusés, oui, carrément. Et ça les a amusés? Oui, ça les a amusés, voilà. Et ensuite, quelques temps après, en vacances, pareil, je vais faire mes courses, et là,
Je suis sur le parking, je reviens de faire les courses, je suis sur le parking et impossible de retrouver mes clés. J'appelle mon mari, tout ça, il me rejoint avec ma fille et ils ouvrent mon sac et les clés étaient dans mon sac. Mais ça faisait une demi-heure que je cherchais mes clés partout dans le magasin. Et ensuite, une grosse fatigue, des troubles du sommeil avaient déjà apparu, hein, et une grosse fatigue, mais j'étais dans le déni, mais dans un déni absolument complet, quoi. Et j'ai fait une prise de sang, on a vu que j'avais une hyperthyroïdie, mais que je connaissais, mais qui était au taquet. Et pareil, au niveau des surrénales, un problème de cortisone et d'adrénaline. L'endocrinologue m'a dit, c'est l'hormone du stress, c'est pas grave, tout le monde est stressé. Tout était banalisé, rien n'était jamais grave, et bon, la fatigue est devenue intense. Et un matin, j'ai dit, je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas me lever, je ne peux pas. Et je n'ai pas pu me lever. Bon, mon mari m'a fait un arrêt de travail et je suis restée au lit, mais sans vraiment... Voilà. J'avais des vous réalisiez pas encore ce qui vous était tombé dessus. Pas du tout. C'est-à-dire que vous tombez à une vitesse rapide. C'est l'espace presque, j'ai l'impression, de 48 heures. Vous voyez ce que je veux. Alors peut-être que c'est long, hein, le processus. Le processus est long, hein, le processus est long, mais la chute est rapide, si je puis dire. L'accélération finale, oui. Vous êtes d'accord, c'est tout à fait, oui. Ça, une fois qu'on a dépassé la limite, ça va très vite. Ouais. Et après, pour remonter, c'est lent, hein, vous le savez. Et alors là, j'avoue, je suis à 5 ans. Je vous jure que si j'avais su que c'était aussi long, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais c'est vraiment... Et des thérapeutes, des thérapies, j'en fais encore, et des machins, pour se remettre, pour retourner d'avoir une vie sociale. Bien sûr, tout s'est écroulé, hein, le travail s'est écroulé, j'ai pas pu reprendre mon travail, j'ai essayé d'y retourner, j'ai fait n'importe quoi. Le médecin du travail m'a dit, vous êtes inapte, incapable de reprendre votre poste. Je préviens toujours mes patients de ne pas arriver à ça. Vraiment, quand on voit les premiers signes, c'est là qu'il faut agir. Oui, mais le problème, dans votre témoignage, Sybille, c'est qu'on ne les voit pas. Si on les voyait, on arrêterait. Et ce qui est embêtant, c'est que vos proches ne les ont pas vus. Parce que moi, je dis souvent, normalement, si ce n'était pas votre habitude de ne pas retrouver votre voiture, c'est quand même un indice qui est... C'est quand même un indice très très grave, hein, de ne pas retrouver ses clés alors qu'elles sont dans son sac, c'est quand même très grave aussi. Vous voyez, donc c'est le message. Enfin, votre témoignage, il doit être important pour ceux qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Bon, alors là maintenant, ce qui se passe, Sybille, c'est là où on peut interpréter quelque chose quand même. C'est que votre corps que vous avez épuisé tant et tant, il a besoin de se ressourcer. Et les thérapies que vous utilisez, vous nous avez dit là, pour remonter, est-ce que vous avez choisi des thérapies énergétiques justement qui remontent l'énergie du corps? Je vois un psychiatre depuis presque le début. J'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait des cercles de femmes, j'ai fait de la médecine holistique, je suis partie à l'étranger, j'ai fait des tas de choses. Alors, on va essayer d'aller sur une autre piste, Sybille. C'est quoi votre sens de la vie aujourd'hui? J'ai retrouvé ma joie intérieure. Je pense que j'étais si on reprend la pyramide de Maslow, là, j'étais que dans l'insécurité, le mal de ventre, les insécurités, les insécurités, toujours des diarrhées, des trucs, toujours en insécurité. Et j'ai travaillé les causes profondes en remontant à l'enfance, en remontant à quelque chose de difficile que j'avais jamais voulu voir. Et avec tout ça. Oui, mais ce que je veux dire, Sybille, c'est que on entend bien. Hein, en plus, vous avez travaillé dans un hôpital, c'est pas anodin. Vous avez épousé quelqu'un qui est également dans le milieu médical. Oui, non, mais qu'importe. Mais vous avez consacré votre vie aux autres et vous avez donné, sans recevoir grand chose en retour, puisque vous oubliant peut-être. Vous voyez, donc, je crois que ce qui est important, donc votre élan vital, déjà qu'il était habitué
abîmé dans l'enfance, si j'ai bien compris. Il a pas pu résister. C'est normal que vous soyez totalement... Et pour retrouver votre élan vital et donc sortir du burn-out, hein, il faut que vous arriviez à... Alors la joie, oui, mais enfin, je la sens pas beaucoup dans votre voix et dans votre témoignage. Mais il faut aussi que vous ayez envie d'aller vers une direction. Quels seraient vos oui, mais quels seraient vos désirs, vos vrais désirs? Quel serait ce qui vous mettrait le plus en joie? Vous voyez, je pense que c'est en vous qu'il faut trouver la réponse, me semble-t-il. Et alors, je sais pas, écrivez n'importe quoi. Quelle serait la vie que vous pourriez avoir envie d'avoir si vous alliez mieux? Et puis peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir. Moi, j'aime bien l'art-thérapie, je le dis souvent, parce que c'est ce qui nous permet de nous créer. Il faut que vous arriviez à vous recréer. C'est difficile, hein. J'entends que vous êtes encore cloué au sol. Ça dépend des moments, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression, mais d'ailleurs je suis allée voir mon homéopathe il n'y a pas longtemps, je lui dis j'ai l'impression quand je suis fatiguée ou quand j'ai du stress que j'ai à nouveau ce burn-out qui réapparaît. Et j'ai dit, elle me dit non, c'est plus du burn-out, vous savez peut-être, mais arrêtez maintenant, elle me dit allez de l'avant. Allez de l'avant, elle est marrante. Mais si vous recréer une vie de famille, enfin voilà. Pour l'instant, non, pour l'instant créer pour vous, pas recréer pour une vie de famille. Non, mais je vous dis, allez chercher ce qui peut vous donner du sens, ce qui peut vous mettre en joie, quels seraient vos désirs. Seymour, oui, non, mais là, j'irais jusqu'à dire chercher qui vous êtes. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Qui suis-je? Parce que pour l'instant, est-ce que vous avez vécu pour vous? Est-ce que vous vous aimez? C'est des questions existentielles essentielles, bien sûr. C'est le point de départ d'une reconstruction, justement. Et vous êtes d'accord que souvent, quand les gens font un burn-out, c'est parce qu'ils se dévouent trop aux autres et pas assez à eux-mêmes? C'est une fuite d'énergie, une perte d'énergie énorme, et souvent par l'entourage et puis par eux aussi. Enfin, la personne qui ne fait pas attention donc à ses capacités de donner. Et pour donner, il faut recevoir. C'est simple. Hein. Si on ne reçoit pas, on ne peut pas donner. On se vide. On se vide. Et c'est ce qu'a fait Cybèle. Merci en tout cas et bon courage Cybèle. On est là. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Seymour Bruxelles. Vous êtes ostéopathe, praticien en développement personnel, auteur de plusieurs ouvrages, notamment L'énergie, une force de guérison. L'énergie, oui, on en a, mais elle n'est pas inépuisable. Nous sommes tous inégaux déjà. On n'a pas le même capital d'énergie à la naissance. Et puis après, faut la cultiver. Hein. Et puis, il faut faire attention de ne pas la laisser fuir pour n'importe quoi. Et avec n'importe qui. Voilà. Je me permets d'ajouter. C'est Pierre qui nous rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Pierre. C'est moi Bruxelles qui est avec nous. Donc vous avez vous aussi une réaction corporelle assez incroyable. Hein. Oui, en effet, c'est donc 2 ans, jour pour jour et heure pour heure, après le décès de ma belle-fille. J'ai eu une douleur impossible dans le thorax, insupportable. J'ai dû partir aux urgences. Donc ils pensaient que c'était un infarctus tellement la douleur était forte, et en fait c'était un problème de nerf bloqué dans le dos. Et donc on m'a débloqué le nerf avec les produits qu'il faut, quoi, des morphines et tout ça. Mais ce qu'il y avait d'incroyable, c'est que ça s'est passé donc à l'heure même et deux ans après, jour pour jour, lorsque ma belle-fille est décédée. C'est cette synchronicité-là, en effet, qui est étonnante. Et pourquoi 2 ans? Il faut savoir que le corps garde tout en mémoire, d'accord, depuis la fécondation. Tout est en mémoire dans notre corps. Il y a des horloges. Il y a une glande, la glande pinéale, par exemple, qui est une horloge biologique. Et il y a des dates et des traumatismes qui ont été inscrits et qui peuvent ressortir jour pour jour. Hein. Ça ne m'étonne pas, hein, ce que vous racontez. Hein. Et qui peuvent ressortir à certains moments, suivant la situation. Et pourquoi 2 ans, vous avez pu y mettre un peu de sens ou pas du tout?
Pas du tout. Alors la première année, à la date anniversaire de la première année, bon, j'avais le Covid, donc j'avais pas pu participer à la messe de commémoration, on va dire. Et la deuxième année, donc, je me suis réveillé à 3h du matin, donc c'est à l'heure où il est décédé. Et avec cette douleur dans le dos, mais comme si, enfin, dans le dos et dans le thorax, mais c'était une douleur, j'ai jamais eu aussi mal que ça, quoi. Oui. L'année d'avant, vous étiez malade ou c'est parce qu'il y avait oui, vous étiez... Vous avez le Covid, non? J'avais attrapé le Covid. Ouais, c'est ça. Ce qui est peut-être pas par hasard d'ailleurs. Également. Jamais de hasard. Vous voyez, peut-être que la première année, votre système immunitaire s'écroule à cause de justement cet anniversaire et ce deuil difficile à faire. Encore une fois, on ne le dira jamais assez. Perdre des filles ou des fils, c'est une belle fille, mais c'est quand même une fille. C'est-à-dire, elle m'a considéré comme son père. Exactement. Elle avait perdu son père et elle m'avait demandé de remplacer son père. Donc je lui ai dit, écoute, je peux pas remplacer ton père, mais je serai toujours là comme un père. Voilà. Donc peut-être que la première année, il y a un petit déni de la réelle souffrance, mais quand même une réaction du corps. Une réaction du corps. Donc, j'essaye d'interpréter et vous y mettrez le sens ou pas, Pierre. Donc, je suis d'accord avec ça. Oui, et donc, vous avez su passer l'anniversaire, puis la deuxième année, ça vous prend de plein fouet, et puis ça vous prend où? Ça vous prend au niveau du cœur. Oui, là, en fait, c'était un nerf qui s'était coincé dans le dos, mais au niveau du cœur et la douleur irradiée partout dans le thorax, en fait. Oui, c'est dans la sphère cardiaque et donc la sphère affective. C'est le cœur. Et peut-être, si ça vous intéresse, vous avez certainement su au niveau de quelle vertèbre donc sans doute dorsale, là, du coup, vous regarderez... c'est laquelle, vous vous en souvenez, non? Alors, vous dire laquelle exactement, non. En fait, après 58 ans de vie, ils se sont aperçus que j'avais fait alors, je pense que c'est le syndrome de Neuhausen qui a une déformation de la colonne parce qu'on grandit trop vite. Oui. Mais... j'ai fait des radios, des scanners du dos parce que j'avais des hernies discales et on s'est aperçu de ça alors que j'avais 58 ans. D'accord. Il y a un ostéopathe qui s'appelle Fiametti qui a écrit un livre et a fait un dessin de la colonne et de la correspondance des émotions par rapport aux vertèbres. Et ça je regarderai. Ouais, regardez Fiametti. Et donc, moi, je me fais penser à un exemple que j'ai connu dans mon travail, dans mon soin. C'est un ami en plus. Et dont le corps a réagi 40 ans après. 40 ans après, et l'assassinat de sa femme. Un drame terrible. Et lorsque je lui faisais des séances, je lui disais toujours, mais je sens, il y a une tension là, sous ton sternum, dans ton thorax. Là. Non, tout va bien, tout va bien. Il me répondait toujours, tout va bien. Mais moi, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et 40 ans après, jour pour jour, au mois de février, son cœur a lâché. Vous voyez, ça traverse le temps, mais le temps, ça n'a rien à voir dans ce genre d'histoire. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que votre corps l'a exprimé maintenant. C'est fait. Bon, vous êtes vivant. Et qu'il fallait le faire. Il fallait que ça passe. Il fallait que ça sorte. Et peut-être que cette... Oui, depuis, j'ai plus... Oui, mais peut-être aussi ce qu'il faut comprendre, enfin en tout cas c'est le message que je vous transmets, Pierre, vous en ferez ce que vous pouvez, mais peut-être que cette douleur insupportable du corps a été plus facile à supporter que la douleur justement émotionnelle de la perte de cette belle fille, vous voyez. Et votre corps finalement vous a fait ce cadeau. Ah oui, les deux, sa perte et ça a été deux douleurs terribles. Mais c'est sûr que sa perte a été une douleur émotionnelle très très forte. Que vous avez pas pu élaborer parce qu'elle était trop forte. Donc on la met un peu de côté et à un moment donné, ça sort toujours. Le corps nous fait vraiment très très mal et ça permet de se rendre compte à quel point on a souffert.
même si on a fait semblant de pas trop s'en rendre. Enfin, on fait comme on peut, hein, de toute façon. C'est sans jugement, hein, ça c'est clair. Mais la souffrance, il faut la vivre. On essaye toujours de rester fort devant les autres, et Mais voilà. on le paye. Moi, je conseille toujours aux personnes qui sont dans ces situations de vivre leur souffrance, de faire leur deuil, comme on dit. C'est parce que si on ne le fait pas, ça ressort, ça va ressortir un jour ou l'autre. Et on fera pas forcément le rapport avec l'événement, et en tout cas, ça va ressortir 2, 3 fois, 4 fois plus fort que ça aurait pu sortir à la suite de l'événement dramatique. Et il faut vivre son deuil, il faut passer par sa souffrance. J'ai un patient là, qui a perdu son fils il n'y a pas très longtemps, et il a vu un médecin qui lui a dit « Je ne veux pas t'enlever ta souffrance. Je vais t'aider à passer ta souffrance, mais je ne veux pas te l'enlever. » J'ai dit « Tiens, voilà, une bonne réflexion. » Enfin, un médecin intelligent. Oui, je crois qu'il faut vraiment, il faut pouvoir crier sa colère, crier, Ouais, il faut que ça pleurer. Les émotions, elles doivent s'exprimer évidemment. Mais le corps peut évidemment aussi nous aider. Merci beaucoup Pierre pour ce beau témoignage, même s'il est évidemment triste. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve pour le sexo conseil du jour. On va habiter son corps, justement, c'est un conseil pour vous. Ah bah oui. C'est bon Bruxelles. Enfin. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors là, c'est mon Bruxelles, ce sexe au conseil, c'est vous qui allez le faire. Il faut habiter son corps. Lors d'un rapport sexuel, il y a souvent séparation entre le corps et l'esprit, ce qui pose évidemment bien des soucis. On a les hommes qui, au lieu d'être dans leur corps et dans leur érection, qui l'observent justement, leur érection. Et comme par hasard, elle disparaît. Oui, comme par hasard. Oui. Donc, on parlait tout à l'heure du système sympathique-parasympathique. Ouais, ça, hein. ouais. Il faut rester dans le système parasympathique, donc il ne faut pas avoir de pensée. Sinon, l'érection disparaît. Ben oui, parce qu'elle va... Mais non, mais c'est pas drôle. Si, c'est drôle. Ça dépend de la pensée. Si cette pensée, c'est un fantasme, si il est dans le fantasme, il est en train de se faire un film dans sa tête, ça peut aussi l'aider à garder son érection. Mais c'est dommage de quitter la réalité, quoi. C'est ça, c'est rester dans la réalité. Voilà. L'objectif. Alors pour les femmes, c'est pareil. Hein, si vous êtes dans votre corps, dans vos ressentis corporels et dans de vos ressentis de plaisir, tout ira bien. Mais si tout d'un coup vous êtes en train de vous dire ah non, mais là il n'est pas vraiment sur le clitoris, il est vraiment trop à côté, oui, etc. Et ben c'est fini. Vous êtes dans le système sympathique et vous n'êtes plus dans le système parasympathique. Vous connaissez l'histoire de l'éjaculateur précoce qui va voir le médecin et le médecin lui dit écoutez, c'est simple, pour retarder votre éjaculation, représentez-vous le repas du midi, hein, et vous prenez le menu plat par plat. Comme ça va retarder, justement, on est en plein sujet, là, ça va retarder l'éjaculation. Alors il dit, ok, je vais essayer. Et donc le soir, il est avec sa femme, il commence son rapport, il dit, bon alors ce midi, j'ai mangé des œufs durs et un café. Et ça vous fait rire. Ça me fait rire. Ouais. Il y avait de la mayonnaise sur les œufs. Bon, comprendront qui pourront. Hein. Voilà, mais bon, bref. Je reviens sur mon sexe au conseil. Chaque fois que vous vous surprenez à vous observer, eh bien, vous revenez à votre corps, parce qu'on ne peut pas être acteur et spectateur dans un acte sexuel. Ouais. Si vous êtes spectateur, bah, vous allez en club libertin et vous regardez les autres baiser. Voilà, si vous êtes acteur, vous restez dans votre corps. Ouais. Alors, comment on peut rester dans son corps, hein, parce que c'est quand même, on est là. On est censé donner des conseils. Oui, d'abord en vous connectant à vos sensations. Voilà. Et comment on est en connexion avec ces sensations, en respirant, en ressentant, en étant dans... Sentir ce qui se passe dans ce corps, l'écouter. Mais pas avec le nez. Hein. Ça peut on va y arriver. Non, mais ça peut aider aussi. Ça peut réveiller des hormones. Ça. Voilà. Et puis, dans le quotidien, prenez conscience plus souvent de votre corps. Voilà. C'est plus facile en passant par les 5 sens, hein, évidemment. Prenez le temps de déguster vos œufs durs mayonnaise. Parlez un peu plus tranquillement. Quand vous marchez, admirez le paysage, ressentez ce qui se passe. Enfin bref. Et une chose à la fois. Une chose à la fois. Pas 2. Ou 3 ou 4. Et c'est ça un problème. Et une actuel. femme à la fois. Voilà.
On va y arriver. Mais c'est de votre faute, hein, ces mots Bruxelles. Je sais, je suis responsable de beaucoup de choses, vous savez. N'est-ce pas? Bon, et on va parler... alors c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant et très complet, et ça a le mérite d'exister parce que c'est assez rare. Ça s'appelle Soins intimes. Nous avons l'autrice avec nous, Nadège Bilry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe et donc vous avez écrit ce livre, Soins intimes, petit guide de santé du sexe féminin. C'est aux éditions Hachette. Alors vraiment, bravo, parce que il y a tout dans ce livre, tout ce que les femmes devraient connaître sur leur anatomie intime. À la fois, on le sait, les femmes ne sont pas toujours informées de la manière dont on doit faire sa toilette intime. Par exemple, et il y a plein d'autres choses aussi. Effectivement, il y en a certaines qui pratiquent la douche vaginale, par exemple, et qui est totalement à proscrire justement parce qu'elle peut détériorer le microbiote. La flore vaginale. Voilà, la flore vaginale. Certaines ne connaissent pas leur anatomie, comme vous disiez. Le clitoris, par exemple, on ne connaît ni sa taille ni sa fonction. Je rappelle qu'il était absent du dictionnaire jusqu'en 1970. Il n'est pas dans les manuels scolaires. Et sur les bouquins d'anatomie, physiologie, c'est une petite croix encore. Parce qu'il sert à rien si ce n'est au plaisir. Hein. Voilà, c'est ça. Donc à quoi beau en parler, hein. Surtout le plaisir de la femme. C'est la principale caractéristique de l'orgasme féminin. Donc oui, il est temps de s'y intéresser. Mais il y avait deux femmes, deux Suédoises qui avaient écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Clitoris. Ça vous parle, non ? Je l'avais cité. Enfin bon, je me souviens plus exactement. D'ailleurs, excusez-moi, je fais un aparté, mais vous vouliez parler de votre amie Sonia. Voilà, Sonia Barcala. Allez-y, profitez-en, et puis on Sonia reviendra Barcala, sur soins. qui est spécialiste des EMI, expérience de mort imminente. Elle avait écrit un premier film elle avait fait un premier film qui s'appelait Faux départ. Et là, elle projette lundi dans un cinéma, Pathé Cinéma à Paris, un nouveau film qui s'appelle Témoin. Et il y a une soirée, là, l'avant-première, donc si vous voulez venir au Pathé Cinéma. Donc lundi soir, à quelle heure ? À 20h, avec des témoins. Alors il y a le film et des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc là qui sont sortis de leur corps. Voilà, justement, on est encore dans le sujet, mais là c'est vraiment avec un voyage. Donc vous connaissez un peu, c'est électrocardiogramme plat, électroencéphalogramme plat, la personne est morte cliniquement, mais elle revient et elle nous raconte des choses. D'accord, ça s'appelle étonnantes. Témoin, c'est lundi à 20h au Pathé Cinéma. C'est où le Pathé Cinéma ? Dans le 9e. 9e arrondissement. À Paris. Voilà, ceux que ça intéresse, au moins le message. On avait promis je vous avais promis d'en parler. Oui. Et on revient avec vous, Nadège Bilry, excusez-nous. Soins intimes, c'est aux éditions Hachette. Être bien, c'est ma nature. Alors, je crois que ce qui est peut-être déjà essentiel à comprendre, c'est que c'est plus compliqué pour les femmes d'être en bonne relation avec leur organe génital. Parce qu'il est quand même moins visible. Et c'est vrai que j'ai toujours été surprise de la méconnaissance des femmes sur leur anatomie. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on confond souvent vulve et vagin. C'est souvent confondu. Alors justement, expliquez-nous la différence, puisque vous êtes là. Donc la vulve, c'est ce qui fait partie c'est ce qui va protéger le vagin, c'est l'organe extérieur, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur. C'est la porte. C'est la porte d'entrée. Et le vagin, effectivement, c'est ce fameux canal qui ressemble un petit peu à la muqueuse de la bouche. D'ailleurs, quand on met un doigt dans la bouche et quand on met son doigt dans le vagin, on a un petit peu les mêmes aspérités. Avec les mêmes maladies d'ailleurs. Et avec les mêmes pathologies au niveau du microbiote. Je propose, quand il y a une mycose de la bouche, des ovules au calendula. Oui. Et les gens me regardent et disent non, sucer des ovules au calendula, qui sont faites pour le vagin et qui soignent très bien la mycose de la bouche. Exactement. Et on a d'ailleurs des études qui ont mis en lien le microbiote de la bouche avec le microbiote vaginal. On le sait aujourd'hui. On sait aujourd'hui, par exemple, que tout ce qui est vaginose bactérienne est en lien direct avec la gingivite et la parodontite. On le savait chez les femmes enceintes puisqu'elles provoquaient souvent des accouchements prématurés. Mais aujourd'hui, on est particulièrement en droit de se poser la question aussi, quid du microbiote au niveau de la bouche. Et c'est pour ça que les femmes qui ont des problèmes gynécologiques à répétition, on leur conseille de vraiment se soigner aussi les dents. Tout ce qui est parodontite, qui est un déséquilibre de la flore aussi buccale. Et c'est très important parce qu'on ne pense pas à le faire, alors que c'est vraiment lié. Donc le vagin, la vulve. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'au repos,
elle est fermée, la vulve, et que c'est par l'excitation que ça va s'ouvrir. Oui, avec peut-être toutes les terminaisons nerveuses. Oui, c'est pas mal de le rappeler, peut-être de l'expliquer aussi aux hommes qui écoutent. Parce qu'une pénétration avec une vulve qui n'est pas prête, ça peut faire mal. Ça peut être douloureux. Ça, je peux vous en parler. Est-ce que je peux me permettre de donner un conseil oui, bien sûr, aux jeunes gens ou les moins jeunes qui pensent que la fellation ne présente aucun risque? Justement, ça, en rapport à ce que vous venez de dire, eh bien, alors on pense à mettre un préservatif pour une pénétration vaginale, mais on ne pense pas pour une pénétration buccale. Alors qu'on peut attraper les mêmes maladies. Oui. Avec la bouche. Donc ça, faut prévenir. Et notamment les hommes, le fameux papillomavirus. Voilà. Exactement. Bon, c'est fait. Il faudrait d'ailleurs rappeler que le vaccin fonctionne bien sur le papillomavirus. Il y a une mode anti-vaccin aujourd'hui à cause du Covid. Bon, ça, on ne va pas parler de ce vaccin-là. C'est autre chose. Il y a un chapitre. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est un sujet. Mais bon, le vaccin contre le papillomavirus fonctionne bien et ça serait des cancers en moins, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment la vaccination de rattrapage, pour faire une petite aparté, n'est pas forcément conseillée. Donc, il faut vraiment agir aussi avec les personnes qui ont déjà eu des rapports sexuels, justement à renforcer, c'est tout le sujet du livre, par l'hygiène de vie, par l'immunité, et c'est très important de le souligner parce qu'on sait aujourd'hui que ce sont les lymphocytes T qui vont lutter contre ce virus en particulier, et donc l'hygiène de vie est très importante, et notamment l'alimentation, le sommeil, les exercices physiques, voilà, le stress, tout ce qui va constituer une action épigénétique, j'ai envie de dire. Oui, parce que vous vous occupez également de la nutrition, exactement. Alors, donc on parlait de la vulve, il y a quoi? Il y a le clitoris, les grandes lèvres. Les petites lèvres, les grandes lèvres, des fois les grandes lèvres qui dépassent les petites lèvres, qui dépassent les grandes lèvres, et du coup ça peut poser des complexes aussi. Donc expliquer aux femmes que à chacune sa vulve, et c'est très bien. C'est important de le préciser. Le clitoris aussi, qui, on le disait tout à l'heure, ne fait pas 3 cm, mais va jusqu'à 11 cm et qui va se gonfler aussi. C'est un organe érectile, comme la verge, et qui va se gonfler de sang, et voilà, et qui a besoin aussi de... Si on regarde le fœtus jusqu'à 3-4 mois, il n'y a pas de différence sexuellement. L'appareil sexuel du fœtus féminin et du fœtus masculin, c'est le même. Les lèvres, ça va devenir des testicules chez l'homme. La poche qui contient les testicules, à la base, c'est aussi les lèvres. C'est les mêmes tissus, sont les mêmes tissus. Alors chez l'homme, ça s'est développé, ça s'est pas développé chez la femme. Et le clitoris, c'est le phallus. Le phallus chez l'homme et le clitoris chez la femme. C'est vraiment les mêmes correspondances. Et ça se ressemble alors, parfaitement, et ça va changer au fil du temps pendant la formation utérine. Ça me fait penser que notre sexe évolue en même temps que nous, effectivement, et qu'il vieillit aussi en même temps que nous. Donc, c'est... Ça dépend. Brigitte, ça dépend des personnes. Vous voulez dire quoi? Que vous êtes encore très jeune, c'est ça? C'est mon Roussel? Je parle pas de moi, j'ai pas d'âge. Non, mais les compléments de collagène, par exemple, ça peut être intéressant. Les compléments alimentaires à base de collagène, d'acide hyaluronique, pour préserver aussi l'élasticité du sexe féminin, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, évidemment, vous parlez de la ménopause, qui est aussi à la fois, toutes les femmes vont la traverser, mais elles ne la traverseront pas toutes de la même manière, et tant qu'à faire, autant se donner les bons outils pour bien la traverser. Exactement, et je dirais même qu'elles se préparent, si possible, parce que les femmes sont très peu préparées, je trouve, à la ménopause, au moins 10 ans avant. Et justement par des mesures d'hygiène de vie, encore une fois, qui peuvent être très simples et très adaptées. C'est aussi le sujet du livre, où il y a des conseils vraiment pratiques par rapport à ça, simples à mettre en place. Et c'est important aussi de conserver effectivement cet équilibre hormonal. On pourrait parler des plantes, effectivement, qui ont une visée phyto-hormonale, mais aussi du traitement hormonal substitutif, parce qu'on en parle aussi, ça fait polémique, mais il y a certaines femmes qui en ont vraiment besoin. Donc, et puis aujourd'hui, il est prouvé qu'il n'est pas dangereux pour la santé, et notamment qu'il ne provoque pas plus le cancer. C'était une étude américaine qui n'a rien à voir avec
ce qui se donne en France. Donc ça, c'est bien aussi de temps en temps de le rappeler. Vous parlez également de ce fameux périnée. Eh oui, ce fameux périnée qui embête tellement les femmes. C'est vrai que les chiffres, je me souviens récemment, on me les a donnés. Je crois que presque une femme sur deux va être embêtée par des fuites urinaires ou des descentes d'organes après 60 ans. Et tout ça parce qu'elle n'a pas pris assez soin de son périnée. C'est terrible. Il n'y a aucune éducation par rapport à ça. Il y a 56% des femmes qui ont des problèmes d'incontinence urinaire et donc 49% avant 40 ans. À ce point-là, oui. C'est pire et encore. Chez les jeunes filles de première et de terminale, on est à 13% de ces jeunes filles qui ont des incontinences urinaires aussi en faisant du sport. Donc il n'y a aucune éducation sur le périnée, qui n'est pas un il faut hamac, éviter, je crois qu'il faut éviter tous les sports genre saut à la corde, etc. sur des petites... surtout tout ce qui est crunch, c'est ça, crunch, tout ce qui est abdos en hyperpression. Et vous avez un livre superbe qui a été écrit, je crois que vous l'avez reçu, du docteur Bernadette de Gasquet, bien sûr. Voilà, qui est vraiment pour moi la référence. Et surtout ne pas porter des charges lourdes, parce que c'est ça aussi, on porte les enfants, on porte énormément de choses, les enfants en premier, et le périnée on le découvre souvent après la grossesse, alors qu'en fait il faudrait avoir une éducation justement dès le collège ou la terminale en tout cas, enfin le lycée. Et puis, on va aborder aussi la fameuse endométriose, puisque vous parlez aussi d'ostéopathie. Simon Bruxelles est ostéopathe. On va parler de tout ça dans un instant. On va continuer à donner des conseils pour que les femmes prennent soin de leur intimité dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Seymour Bruxelles est avec nous, vous êtes ostéopathe et on est également avec Nadège Billery pour l'occasion de la sortie de ce livre Soins intimes aux éditions Hachette. C'est un livre formidable dans lequel vous abordez tout ce que devrait savoir une femme de son intimité, de son vagin, de sa vulve, de son endomètre, puisque je l'ai annoncé, on va parler de l'endométriose. Vous avez évidemment tout un chapitre sur ce sujet et justement, puisque nous avons un ostéopathe, vous parlez également de l'ostéopathie. Alors, je vous laisse échanger 2 minutes, si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Ouais, moi, je l'ai découverte en écrivant le livre, en fait, justement, avec une sage-femme qui s'appelle Véronique de la Cochetière, où je suis allée faire une séance d'ostéopathie intrapelvienne, justement, pour comprendre. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et notamment pour ma petite expérience, quand j'ai accouché de ma fille, justement, j'ai gardé des douleurs au niveau du dos, que j'ai gardé pendant plusieurs années. Et c'est l'ostéopathie intrapelvienne qui a eu un résultat assez probant, et c'est là qu'elle m'a expliqué effectivement qu'on l'utilisait aussi sur les douleurs d'endométriose, tout type de douleurs, des traumatismes aussi, et qu'elle n'était pratiquée que par des ostéopathes ou des sages-femmes. Alors, un des postulats de départ de l'ostéopathie, c'est l'organe dépend de la structure. Ça veut dire le fonctionnement de l'organe dépend de la mobilité de la structure. Donc on va agir sur la structure pour la libérer de ces tensions, de ces compressions, pour permettre à l'organe de enfin fonctionner correctement. L'endométriose, donc, c'est une inflammation de l'endomètre, donc c'est à l'intérieur de l'utérus. L'utérus, c'est un muscle, et l'utérus, il est lié directement par le muscle utérosacré au sacrum. Il est lié directement à la structure. Et c'est en faisant un travail sur le sacrum, la libération du sacrum et du bassin, qu'on va pouvoir permettre à l'utérus, lui, de se libérer, et aux inflammations, qui sont une réaction de défense de l'organisme, par trop de tension et de compression de l'utérus. Donc, travailler sur la structure pour libérer le fonctionnement de l'organe. C'est la base. Donc, c'est ce que vous avez dit. Alors, ce qu'il faudrait... j'en parlais l'autre jour avec un gynécologue, donc je parle pas... je raconte pas n'importe quoi. Il faut aussi dire une chose. Aujourd'hui, on croit qu'il y a plus d'endométriose, c'est juste parce qu'on les diagnostique plus. Oui, tout à fait. C'est important de le signaler. Il y a beaucoup de femmes qui, pendant... il y a 30 ans, souffraient de maux de ventre terribles, puis on leur disait... prends un cachet et puis va travailler, tu nous emmerdes avec tes histoires de bonnes femmes. Il y a une journaliste qui a écrit un bouquin que tu dois connaître, donc, qui a eu, elle, une endométriose, et qui a écrit ce livre. Elle a ouvert des portes. C'est devenu très médiatique à ce moment-là, et les médecins sont commencés à se dire, mais ça serait pas une endométriose ce qu'il faudrait, je pense que c'est le but de votre livre, Nadège Billery, mais ce qu'il faut bien dire aux femmes, c'est que ok, c'est bien les médicaments pour soulager la douleur, mais il faut soulager
soulager le corps à un moment donné. Oui, et puis ça fait pas tout. Les médicaments, ça va soulager, mais sur le long terme, par exemple en cas de désir de grossesse, on donne aussi des médicaments qui vont stopper l'ovulation par exemple. Donc ça peut pas être sur du long terme, et c'est pas dénué aussi d'effets secondaires. Je dis pas qu'il faut pas utiliser les médicaments, mais sur des pathologies chroniques, il y a toujours des choses à faire en complément. Ou en l'absence de traitement d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a aussi des substances naturelles qui sont aussi efficaces que les AINS, que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je pense notamment au curcuma, à la substance PEA par exemple, qui est issue de l'huile de palme notamment, où on sait qu'on a des résultats probants sur ce type d'inflammation et de douleur. Sur toutes les inflammations. Sur toutes les inflammations, y compris les inflammations des nerfs aussi, justement. Et c'est important aussi de travailler sur je dirais la cause des causes. C'est qu'on va soigner les symptômes dans un premier temps pour soulager la personne, mais aussi, encore une fois, travailler au fond sur quelle est l'origine en fait de l'endométriose. Elle est multifactorielle comme beaucoup de maladies, et notamment tout ce qui va être perturbateur endocrinien, il faut le dire aussi, des mutations génétiques. Donc notre façon de vivre aussi, encore une fois, permet l'expression des gènes de la santé ou de la maladie, et que c'est important aussi de reprendre ça en main, et que la personne doit être aussi actrice. Oui, mettre du sens sur son symptôme, mais c'est ce qu'on répète sans cesse dans cette émission. Soigner une maladie, soigner un malade, c'est ça le problème. On ne soigne pas une maladie, on soigne un malade. Oui, mais dans son entièreté, avec tous ses paramètres. Cela étant dit, moi, pour avoir été très agressée sur les réseaux sociaux, parce que j'avais osé dire que parfois l'endométriose ne se déclenche pas par hasard à tel moment, donc ça a du sens aussi, et encore une fois, ça n'enlève pas la souffrance et la maladie, mais essayons aussi de se prendre en main et de ne pas s'abrutir de médicaments, bien sûr. Exactement, c'est une démarche de santé globale et de prévention. Et de prévention, exactement. Petite anecdote, par exemple, pour l'alimentation, il y a très peu d'études. Il y a beaucoup d'études dans le livre sur les molécules naturelles, mais il y en a très peu au niveau de l'alimentation. Mais on s'est rendu compte que les femmes qui consommaient sans gluten avaient moins de douleurs et utilisaient moins de médicaments. C'est pareil pour le jambon. Les femmes qui mangent du jambon 3 fois par semaine, elles ont plus de douleurs d'endométriose. Tout simplement parce que le gluten fait gonfler le ventre. Oui. Il y a des intolérances. Et on n'a pas besoin de manger du pain à tous les repas, par exemple. Voilà, c'est du bon sens, mais qui n'est pas forcément pris en considération dans les soins. Mais la médecine, c'est une. Enfin, moi, je critique pas la médecine. Grâce à la médecine, on vit plus longtemps. Donc, c'est pas une critique de la médecine, mais la médecine. Dans quel état Oui. Non, mais je veux dire, la médecine est extraordinaire. Elle a fait des progrès fondamentaux et merci la médecine. Mais d'abord, à chacun de se prendre en main, quoi. C'est juste ça, et c'est pour ça que je trouve que ce livre est un livre formidable. Prendre en main son sexe. Est-ce que vous allez écrire le même Vous m'avez vu venir, je crois. Pour les hommes, c'est ça, faire la même chose pour les hommes. J'y ai pensé, figurez-vous. Oui, mais je pense. Oui, bien sûr que les hommes ont aussi des problèmes, mais ils en ont beaucoup moins, et je vais le dire tout simplement parce que c'est plus facile d'être un homme que d'être une femme. Et c'est compliqué d'être une femme et d'être bien avec son intimité, avec son organe génital. Je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il parle et qui dit tant de choses, notre vagin, notre vulve et notre utérus. Petit exemple, par exemple, sur le papillomavirus. Je suis des gens depuis maintenant plusieurs années. J'ai accompagné plus de 800 personnes sur le papillomavirus, par exemple. Et je me suis rendu compte que dans certains cas, il y avait des papillomavirus qui étaient vraiment très rebelles, et c'était très lié souvent à des partenaires toxiques, une ancienne relation, pas un partenaire mais une relation toxique, soit ancienne relation qui n'était plus, mais dont la personne n'avait pas réussi à se défaire, par exemple. Et c'est très intéressant effectivement de le voir d'une façon globale, encore une fois. Tout à fait d'accord. Alors, je peux revenir sur les hommes quand même. Très vite, parce qu'on est en fin d'émission. Il ne faut pas penser que les hommes sont plus informés que les femmes, même si dans la société... Oui, mais très vite. Alors, informer les hommes, parce qu'on éviterait des cancers de la prostate. Ils n'ont aucune information pour la prévention, justement. Et c'est aussi un drame chez les hommes.
On en parle souvent dans cette émission. On Mais les aime, mais on les aime, On les aime, les hommes. Et même les mâles blancs, Simon Bruxelles. Donc je pense qu'il est utile d'écrire un livre aussi sur le sexe masculin. Soins intimes aux éditions Hachette. Merci Nadège Bellery. Je vous le conseille, mesdames. Prenez soin de votre corps. Merci Simon Bruxelles. J'ai parlé de vos livres aussi. Le dernier, je crois que c'est L'énergie, une force de guérison. Oui. Merci à tous d'avoir témoigné. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Gilles Le Gardinier qui vient de sortir un roman qui donne du sens à sa vie. Ce sera notre sujet de lundi.